Pour la 34e année consécutive, des plans ont encore été mis en terre le 1er juin dernier pour célébrer la journée nationale de l'arbre sous le thème « Arbre, économie verte et ville durable ». Mais quelle économie a-t-on déjà tiré de cette initiative? Comment l'orienter pour qu'elle impacte davantage le cadre de vie et l'économie? Le plateau de décryptage va s'y consacrer. Le dossier de la semaine va s'intéresser à la série de réformes entreprises dans l'enseignement supérieur. Est-ce pour susciter l'excellence ou pour exclure des étudiants de la formation universitaire? Nous ferons aussi le débat avec notre invité qui nous vient de l'École nationale d'administration et de magistrature. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Ropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. L'activité des multinationales profite-t-elle réellement aux pays en voie de développement? La question a réuni à Cotonou plusieurs administrateurs fiscaux de plusieurs pays africains. À l'occasion, des pistes de solutions ont été définies pour encadrer et contrôler l'activité de ces multinationales. Compte rendu, Bernard Djogbe, Patrick Adiaboujou. Pour échapper à l'impôt et aux contrôles fiscaux, plusieurs firmes internationales qui ont implanté leurs filiales en Afrique font des transferts financiers vers leur maison mère à l'étranger en toute discrétion. Une pratique récurrente qui met à rude épreuve l'administration fiscale des pays en voie de développement. Dans nos pays, il y a les multinationales. Je prends l'exemple des banques, les assurances et les téléphonies. Vous voyez que toutes ces maisons-là ont leur maison mère dans les pays développés. Et nous n'arrivons pas, par exemple, à cerner l'activité qui est vraiment réalisée. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires, par exemple. Et également aussi, il arrive que non, ces entreprises-là, par exemple, payent des sommes élevées, par exemple, à leur maison mère. Comment appréhender cela? Les sociétés qui sont installées dans nos pays-là, est-ce qu'elles ne cherchent pas, par exemple, à faire partie du bénéfice-là dans leur maison mère et ensuite faire en sorte que les entreprises qui sont ici-là payent moins d'impôts? Pour ne pas que non, les sociétés comme les téléphonies, les banques, versent des sous à leur maison mère et à la fin, ici, ils ne payent aucun impôt. Bon, aucun impôt, c'est trop dit. C'est-à-dire qu'ils payent l'impôt minimum. Alors que peut-être qu'ils devraient payer plus. Donc on essaie de cerner, par exemple, toutes leurs activités. On sait que si on maîtrise leurs activités, on peut les imposer normalement. Mettre à la disposition des services du contrôle fiscal des outils juridiques s'avère nécessaire pour réprimer les pratiques d'optimisation abusive de bénéfices ou d'intérêts des grandes multinationales. Une préoccupation qui a réuni à Cotonou les dirigeants des administrations fiscales de plusieurs pays africains. On est arrivé à ce que chaque administration puisse organiser son service. Chaque administration organise son service, par exemple, en créant des structures spécialisées pour pouvoir contrôler ces filiales-là qui sont dans nos pays. Et ensuite aussi, il a été proposé que nous puissions nous faire assister. C'est-à-dire quand tu prends l'administration fiscale du Bénin, qu'elle puisse se faire assister, par exemple, par des experts. Et également aussi qu'elle puisse pouvoir demander des renseignements, par exemple, dans d'autres pays qui sont hors du Bénin. Ça nous a permis, en discutant, de voir les moyens qui manquent aux administrations locales pour pouvoir appréhender ce phénomène et pour pouvoir essayer de s'organiser pour mieux vérifier ces entreprises. Ça, c'est le but principal. Je crois qu'on y est arrivé. Au thème des assises, on retient que les pays africains doivent s'accorder à l'obligation de transparence dans les opérations effectuées par les firmes internationales implantées sur le continent africain. Cela va de la bonne gouvernance économique et de l'amélioration des recettes fiscales des États. Et nous recommandons fortement à nos autorités en tout cas d'y aller, et parce que tout simplement en retour nous aurons beaucoup plus quand même en tout cas de recettes, parce que cela relève quand même de plusieurs artifices, stratégies, etc. montés par ces entreprises-là pour faire recours à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et cela induit un peu des baisses de recettes conséquentes sur les économies nationales de nos pays. Dans le cadre de ces échanges assez fructueux, nous avons eu également d'autres types de visions complémentaires qui puissent en tout cas nous permettre d'aller de façon beaucoup plus optimale dans le sens donc de la fiscalisation de ces activités complexes, dites complexes.
Toutes les femmes le savent, le tabac nuit gravement à la santé de la femme enceinte et du fœtus. La femme qui fume s'expose à de nombreux dangers. Le 31 mai, l'humanité a célébré la journée internationale de lutte contre le tabagisme. Cette année, le thème retenu est le tabac et les cardiopathies. En marge des manifestations officielles, la rédaction de BB24 revient sur les risques encourus par une femme enceinte exposée à la nicotine. Auréole Ayeyon, Christelle Tongodo. La consommation de tabac est le premier facteur de risque pour les maladies non transmissibles, dont les affections cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, les coronaropathies, les troubles du rythme cardiaque et même les accidents vasculaires cérébraux. Le tabac, une substance dangereuse pour l'homme, mais les risques chez la femme enceinte sont encore plus grands. Le grand risque, en fait, lorsqu'on s'expose au tabac, c'est surtout le développement du fœtus. Parce que ça entrave, la nicotine entrave le bon développement au niveau d'abord placentaire en inhibant les échanges maternaux-fœtals. Et après maintenant, lorsqu'il y aura ce passage au niveau du fœtus, ça va entraîner un retard de croissance au niveau de ce fœtus. Et ce retard de croissance sera préjudiciable au fœtus parce qu'il y a un grand risque de mortalité néonatale. La conséquence sur la mère, c'est surtout les complications en matière de survenue de l'hypertension artérielle et grossesse. Et la complication majeure liée à la présence de la nicotine, c'est un facteur de risque à la survenue de la prééclampsie. Et la prééclampsie qui peut évoluer vers la gravité. Et ces signes de gravité vont entraîner ce qu'on appelle une éclampsie, c'est-à-dire la crise convulsive au cours de la grossesse, qui peut entraîner un décès maternel. Une série de complications qui pourraient être fatales à la mère et à son enfant. D'où la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des cibles concernées. Chaque 6 secondes, il y a un décès dans le monde entier dû au tabagisme. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par récupérer les quelques malades qui peuvent vivre encore? Parce que quelqu'un qui commence par fumer, il a une réduction de vie de 20 à 25 ans. Une femme enceinte doit être à l'abri du tabac, ne doit pas consommer, ne doit pas être exposée à la fumée du tabac et ne doit pas prendre des boissons alcoolisées. Quand vous avez un mari fumeur, vous ne devez pas rester à côté de lui quand il fume pour respirer la fumée du tabac que votre mari rejette. Et si vous travaillez dans un bar, dans un restaurant où ça fume beaucoup, je pense que je leur conseille carrément que pour la période de la grossesse, il faut carrément arrêter de travailler dans ces endroits-là. Et même si on n'est pas enceinte, être exposé à la fumée du tabac, ça a des conséquences très graves sur votre santé. Le cœur, si vous n'avez pas le cœur en bonne santé, je ne sais pas si vous vivez bien. Dès le premier contact, j'en parle. J'explique un peu les effets néfastes du tabac au cours de la grossesse. On les oriente vers les psychiatres qui les prennent en charge pour pouvoir les aider à arrêter le tabac au cours de la grossesse. Le tabagisme présente des effets néfastes sur l'ensemble du corps. On passe d'une journée à une autre. Le 1er juin, le Bénin a célébré la journée nationale de l'arbre. Comme tous les ans, des plants sont à nouveau mis en terre. Mais que deviennent ces plants après le 1er juin? Qu'en est-il de leur suivi? Élément de réponse dans ce reportage. Des cocotiers qui se meurent les uns après les autres. Seuls les plus résistants survivent. Pourtant, l'arbre symbolise la vie. Avec ou sans fruits, l'arbre procure un mieux-être certain. L'arbre absorbe, disons, le gaz carbonique et essaie de donner, disons, l'air respirable aux populations. La plage de Fidroussé, à l'image d'autres sites stratégiques, abrite des espaces verts. Mais à chacun de ces endroits, les plants mis en terre sont confrontés à deux maux principaux: le manque de suivi réel et l'incivisme des usagers ou des riverains de ces espaces. Quand vous prenez par exemple les arbres qui ont été plantés au temps de la Révolution, tu n'avais pas le droit de laisser mourir ce plant qui est mis en terre devant ta maison. On constate qu'il y a des gens qui viennent ici pour couper
les branches. Et voilà, les plantes sont un peu fléchies, ils n'arrivent plus à planter comme ils le faisaient entre-temps. Le problème que nous avons, c'est le point de civisme. Vous constatez, si vous prenez par exemple l'avenue Stémez, il n'est pas rare de voir des gens qui littéralement prennent le terrain central sur lequel nous avons planté des arbres comme leur lieu d'aisance a des effets très négatifs sur ces arbres parce que l'urine contient du sel, contient des éléments qui ne sont pas favorables à la survie de ces plants-là. Assurer la survie des plants est nécessaire pour faire du Bénin un pays vert. Et c'est dans cette dynamique que se trouve le service technique de la mairie de Cotonou. Chaque année, nous élaborons un programme d'entretien des espaces verts et puis des arbres d'aliments. Donc, dans cette politique, nous confions l'entretien des arbres à des structures extérieures que nous recrutons à travers des procédures d'appel d'offres ou de cotation. Nous avons des structures, des ONG qui nous accompagnent dans l'entretien de ces arbres. À cela s'ajoute la sensibilisation des riverains et des élèves. Mais ces différentes mesures sont-elles suffisantes? La question reste en suspens. Et ce sera tout pour le mini-journal. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain. Merci à vous, Estelle Espérance Europazo. À présent, nous allons nous orienter vers les journaux, faire la revue de presse économique de l'actualité de la semaine. Cette fois-ci, c'est une réalisation signée Dieudonné Abimbola. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Probable retour des concours pour les nouveaux bacheliers, c'est la une du journal Le Progrès dans sa parution du lundi 28 mai. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, citée par le journal, dès la rentrée prochaine, les nouveaux bacheliers passeront de concours et tests d'aptitude qui fourniront des informations concrètes sur leurs capacités, ce qui amène l'autre quotidien à titrer l'enseignement supérieur recadré par de nouvelles réformes. Le journal ajoute que certaines formations sont désormais interdites aux universités privées. Ces formations sont considérées comme relevant uniquement du domaine régalien de l'État et donc de la compétence de l'École nationale d'administration et de la magistrature, a précisé Marie-Odile Atanasso face à la presse. Toujours dans l'enseignement supérieur, inscription pour le master et le doctorat, la Cour rend obligatoire l'anglais, informe Fraternité. Ces notes de service ne faisant pas de l'anglais ni la langue exclusive d'acquisition du savoir, ni la langue officielle du Bénin, a précisé en substance le président Olo. On quitte la Cour constitutionnelle pour l'Assemblée nationale. Examen du projet de loi portant code pénal en République du Bénin, les grandes lignes de la loi placardent la nation. Le journal du service public explique que le nouveau code pénal est composé de 1007 articles répartis en 3 livres. Selon le quotidien, l'adoption de cette nouvelle loi viendra abroger le fond laissé par le code pénal applicable en Afrique occidentale française et qui demeure jusqu'ici en vigueur. Rebondissement dans l'affaire Sonapra, 4 personnes jetées en prison hier, titre le Télégramme dans sa parution du jeudi 31 mai. Fraternité plus précis indique que l'ex-DG Sonapra et 3 financiers écroués à la prison de Cotonou. Selon le Conseil des ministres en date du 26 juin 2017, une perte de 125 milliards de francs CFA avait été notée suite à un audit de la gestion des campagnes cotonnières de 2013 à 2016. On laisse l'ex-directeur général de la Sonapra et ses co-accusés pour parler santé. Le processus de réforme enclenché dans le secteur pharmaceutique a claironné l'autre vision à sa une du mercredi 30 mai. Les 15 membres devant composer la commission de réflexion sur les réformes dans ce secteur sont désormais connus. Le journal précise que les ministres Joseph Dogbenou de la Justice et Alassane Seydou de la Santé en sont respectivement président et vice-président. La priorité prend position et mentionne réforme du secteur pharmaceutique, l'autre façon de combattre les médicaments contrefaits. Pour le journal, il s'agira pour la commission de travailler à l'assainissement du secteur
Son rapport attendu dans quelques mois, ajoute le quotidien. En attendant le rapport de la commission Djogbenou, allons sur le lac Toro, commune de Komé, localité frontalière avec le Togo. Après le drame halieutique, le Togo ferme ses frontières aux poissons en provenance du Bénin, Gongon le meilleur. Le gouvernement du Togo a interdit l'entrée de toute cargaison de poissons non accompagnée de certificats sanitaires en provenance du Bénin, peut-on lire dans un communiqué signé par les autorités togolaises et publié par le journal. Le directeur du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments était face aux médias mardi pour présenter les résultats partiels de cause de la mort massive des poissons. Le matinal informe qu'une contamination chimique se précise. Selon le communiqué publié par plusieurs journaux, l'hypothèse d'une contamination des eaux du lac par de pesticides ou de médicaments vétérinaires est à exclure. Le directeur du laboratoire a précisé qu'au regard du degré du phénomène, on pourrait penser à une intoxication aiguë par contamination chimique venant d'une source endogène au lac par infiltration souterraine. Mais la communauté scientifique n'est pas unanime sur les résultats des laboratoires. Fraternité, dans son éditorial jeudi, explique que les conclusions du laboratoire sont contestées. Chaque expert y est allé de sa science pour expliquer la mort massive des poissons tilapia, avance l'éditorialiste. L'économiste ne s'intéresse pas aux causes du drame halieutique de Toro et préfère nous parler de nouveaux financements de la Banque mondiale pour le développement du Bénin. Il s'agit du projet d'investissement dans la résilience des habitants du littoral dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain d'un montant d'environ 205 milliards de francs CFA et le programme d'accès universel à l'eau potable en milieu rural avec un montant d'environ 110 milliards de francs CFA, rapporte l'auteur de l'article. On se quitte avec cette enquête réalisée toujours par l'économiste à Nati Tengou sur la vente de la boisson locale appelée choukoutou. Le choukoutou en vogue à Nati Tengou a mis en manchette le journal dans sa parution du mardi 29 mai 2018. Le confrère auteur de l'article renseigne que les vendeuses se retrouvent entre 50 000 et 25 000 francs CFA par jour et avec 50 francs, les férus de choukoutou sont servis. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Merci à vous, Dieudonné Bimbola, pour cette revue assez fournie. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec le décryptage et nous parlons justement de cette initiative démarrée depuis 1985. Il s'agit de la Journée nationale de l'arbre. Que deviennent les arbres que l'on met en terre, les plants que l'on met en terre? On fait le décryptage. Et mes invités sont déjà sur ce plateau de décryptage. William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Aurélien Koyenou. Ça fait un bon moment que je vous ai reçu sur ce plateau de décryptage. Ça fait vraiment un bon moment, c'est le plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec toi. Oui, et puisque vous êtes journaliste, environnementaliste, c'est tout à fait normal que vous soyez sur ce plateau. C'est la journée de tout le monde, votre journée aussi. Tout à fait. Voilà. Avez-vous déjà mis en terre Oui, déjà très tôt ce matin, j'étais sur un reportage, le reportage du préfet du littoral, bien sûr. Il était derrière la présidence. On a mis en terre des plans. Vous avez là, j'en ai profité le 1er juin et aussi ce dimanche? Tout à fait, je le ferai. D'accord. Ouais. Merci à vous. Fulbert Adjimehosso, bonjour. Bonjour, Roch. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions d'environnement au quotidien Fraternité. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez aussi mis en terre, je crois, le 1er juin dernier déjà, des plans. Déjà, dans le cadre d'une activité des scouts du district Moussa de Souza. D'accord. William Apollinaire Tchoki, chaque année, on célèbre la Journée nationale de l'arbre. Cette année, des milliers de plants ont encore été mis en terre en temps normal depuis que cette initiative a commencé. 34 ans déjà, on devrait avoir un pays totalement vert, mais le résultat laisse à désirer. Comment appréciez-vous l'initiative après 34 ans? Je suis d'accord un peu avec vous, Roch, quand vous dites qu'après 34 ans, on devait avoir un pays totalement vert, mais le constat est tout autre. Je me rappelle, en 85 ans, le président Feu Mathieu Kérékou lançait cette initiative.
c'était par rapport à une situation où le désert avançait à grands pas. Alors, il fallait qu'on mette en tête des plans pour réduire un peu cette pression que nous, les hommes, nous exerçons sur l'environnement en général. Alors, on m'a dit qu'en 85, que déjà 80%, 80 000 hectares de superficie de l'écosystème étaient déjà touchés par la pression humaine. Et puis, une fois qu'on a commencé cette initiative, ça a réduit cela. Déjà, en 2010, on était déjà à moins de 30 000 hectares d'espace atteints par rapport à cette pression des hommes. Mais aujourd'hui, quand on compare, je prends un exemple très simple, je compare Cotonou et la capitale kenyane. Tout à fait. En 85, j'ai eu les photos, j'ai comparé. Et aujourd'hui, 34 ans après, j'ai encore comparé ces deux capitales. Il n'y a pas photo. Mais quand on quitte Cotonou et quand on va dans d'autres localités, on sent quand même qu'il y a du travail qui a été fait et que le pays, qu'on veuille ou pas, est plus ou moins vert. Ça veut que par endroit, on n'est pas satisfait de ce qu'on aurait désiré. Vous voulez dire que les habitants de Cotonou sont hostiles à cette initiative? Je ne dis pas que les populations sont hostiles à l'opération, mais on constate qu'à Cotonou, on n'a pas d'arbres comme on l'aurait voulu. Je prends un exemple très simple. Vous savez, il y a des quartiers qu'on appelle par exemple Atikame. Aujourd'hui, quand vous allez, ce n'est plus Atikame. Il n'y a plus rien même. Il n'y a plus rien, c'est béton Kame, je dirais. En temps normal, Atikame en fond, ça veut dire la forêt. La forêt. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres. Le problème, c'est qu'on a préféré mettre partout des bétons. Même quand on construit des infrastructures, au lieu qu'on mette un plan d'arbres à côté, on ne le fait pas. Et par conséquent, il n'y a plus d'arbres dans la ville de Cotonou. C'est vrai que depuis quelques années, les gens ont commencé par comprendre qu'il fait tellement chaud à Cotonou, quand bien même nous avons la mer à côté, seuls les arbres pour nous aider à réduire cette chaleur que nous avons à Cotonou. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Fulbert, chaque année, on injecte des millions de francs dans cette initiative. D'aucuns pensent que c'est de l'argent gaspillé, c'est aussi du temps perdu. Avez-vous aussi l'impression que c'est de l'argent jeté par la fenêtre? Est-ce qu'il faut poursuivre avec cette initiative? Je crois qu'il faut poursuivre avec la journée nationale de l'arbre. Je ne dirais pas que c'est de l'argent gaspillé ou du temps perdu. L'arbre fait tout pratiquement. Ça nous fournit la vie. Sans l'arbre, nous ne pourrons pas vivre sur Terre. Et donc, il y a des raisons de continuer. Mais il faut déjà corriger certaines choses. Quand vous prenez la ville de Cotonou tout à l'heure, William disait à Tikame, les cocotiers, il n'y a pas de cocotiers pratiquement dans ce quartier-là, par exemple. Bégamin, il n'y a plus d'arbres à Bégamin. Alors que c'est des quartiers qui portent les noms de savanes ou de forêts. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut carrément repenser la journée de l'arbre, il faut la réinventer pratiquement. Et pour la réinventer, il faut faire de sorte à conscientiser les populations. Parce qu'on aura beau reboiser, dans une campagne avec les autorités, mais l'entretien pose problème. Quand on plante l'arbre, c'est devant peut-être la maison de quelqu'un. Vous avez suivi dans un reportage tout à l'heure, au temps de la Révolution, quand on met en terre un plant devant votre maison, vous avez l'obligation d'entretenir jusqu'à ce que ce plant soit grand. C'est le contraire aujourd'hui. Quand vous plantez devant la maison de quelqu'un, d'abord, elle ne l'entretient pas. Ensuite, c'est que quand ils veulent construire par exemple une boutique ou bien quand ils veulent faire des travaux, ils mutilent complètement l'arbre. Donc pour eux, ce n'est pas important. Donc, il faut faire en sorte à obliger les populations à entretenir l'arbre. Il faut faire en sorte à ce que, au moins à chaque année, quelqu'un puisse planter un arbre devant sa maison ou dans une école, dans son quartier. Dites-vous qu'il y a des gens, par exemple, que j'ai questionnés hier, qui m'ont dit qu'ils n'ont pas planté dans toute leur vie une seule plante. Ce qui veut dire qu'on a 11 millions de personnes, mais pratiquement vous aurez à peine 500 000 qui ont une fois dans leur vie planté un arbre. Ça ne va pas du tout. Il faut impliquer les populations. Sans ça, on aura beau faire des campagnes plantées, soit 11 000 plants par an dans chaque commune, on n'aura pas le résultat attendu. Oui, c'est vrai qu'il faut impliquer les populations, mais vous savez, les agents forestiers sont là également pour préserver justement ces plants que l'on met en terre à d'autres endroits. Avant de couper un arbre, vous devez avoir une autorisation signée d'un agent forestier. À Cotonou, on a l'impression qu'il n'existe pas de forestier. Oui, le plan d'abord, ce n'est même pas encore l'arbre, c'est d'abord même les plants. Avant que le plant devienne un arbre, il faut l'entretenir. Les forestiers plantent l'arbre, il faut des gens pour surveiller, il faut des gens pour l'entretenir. Et quand vous discutez avec les forestiers, ils vous disent que c'est plutôt le rôle des collectivités locales, le rôle des chefs quartiers, le rôle des maires. Mais les maires, ils ont peut-être un petit budget destiné à l'entretien
de la ville en termes d'infrastructures socio-sanitaires, mais ils ne s'occupent pas vraiment aussi de ces plans-là. Les maires vous diront on n'a pas les moyens. Tout à l'heure, dans un élément passé dans le journal, on a dit qu'on a confié à des ONG. Combien d'ONG vous voyez peut-être dans une semaine entretenir un plan Cotonou? Vous n'aurez pas du tout. C'est souvent la veille ou bien le jour même de la célébration de cette journée. La célébration qu'on pense à aller nettoyer pour voir si peut-être quelques plans ont survécu. Donc le problème se trouve aussi bien au niveau des populations qu'au niveau des collectivités locales qui n'entretiennent pas du tout les arbres. Pour eux, c'est les forestiers. Mais les forestiers veillent sur les arbres qui ont déjà grandi. Alors que les plants ont besoin en réalité de suivi. Les plants ont besoin d'entretien. Les plants ont besoin d'eau. Quand on plante en juin, c'est parce qu'on sait qu'il pleut. Mais quand on vient en saison sèche, qui s'occupe des arbres? Il n'y a personne. Normalement, en réalité, on devait planter dans la saison sèche et veiller à ce qu'en janvier, on puisse se réjouir de ce que l'arbre qu'on a planté il y a 2-3 mois, on a pu l'entretenir, on peut s'en féliciter en juin pour ça. D'accord. Alors, pour soutenir cette journée nationale de l'arbre, il y a également ce projet 10 millions d'arbres. C'est vrai que selon les estimations de l'INSAE, en 2018, on devrait être à 11 millions 8 000 habitants dans le Bénin. Est-ce que vous pensez que ce projet est venu vraiment soutenir, renforcer l'initiative de 1985? En fait, cette initiative était venue pour renforcer l'initiative des JNA, des Journées nationales de l'arbre, normalement. Mais tout à l'heure, Fulbert l'a mentionné. Les communes ne sont pas impliquées dans cette action. C'est vrai que l'État a lancé à grand renfort médiatique cette opération, on a dit DMAA. Mais est-ce que les communes ne peuvent pas s'auto-saisir? C'est leur commune. Est-ce qu'elles ont besoin que l'État les implique avant qu'elles-mêmes ne décident de mettre en terre, même si ce n'est pas le 1er juin, de mettre en terre de façon continuelle des plans et de les entretenir? Justement, par rapport à cette question, Roch, depuis quand les gens ont commencé à s'intéresser aux questions liées à l'environnement? Il y a à peine 10 ans. 20 ans en arrière, personne ne voulait parler de l'environnement. Quand on en parle, c'est comme si tu es un fou. Mais aujourd'hui, quand on a vu le problème est là, on parle de changement climatique, on a chaud, on n'a plus de pluie comme cela se doit. On se dit, mais là, il y a un problème qui se pose. Pourquoi ne pas parler par rapport à l'environnement? Quand vous prenez même les budgets des communes, combien mettre dans le budget par rapport à l'environnement? C'est peut-être, on relègue souvent les questions liées à l'environnement au second rang. Pour les collectivités locales, l'environnement, ce n'est pas une question principale, ce n'est pas prioritaire. On met ça de côté, on pouvait d'abord chercher de l'argent. Or, le problème, si on n'est pas bien dans notre environnement, on ne peut pas avoir de l'argent, on ne peut pas chercher de l'argent. Tout à fait. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Quand je parle, par exemple, je ne dis pas de DMA, qu'on n'a pas impliqué les communes, c'est que l'État l'a pris comme sa chose. J'aurais voulu qu'au début, qu'on rencontre toutes les communes, qu'on les dise, voilà une action que nous voulons mener. Dans votre commune, je vais, OK, dans un an, voilà ce que je vais avoir. Je reviens dans un an, on doit faire le bilan. Mais on ne l'a pas fait. L'État a dit, OK, je lance DMAA, mettez des plans terre, on n'associe personne, mais ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et le résultat est là. C'est vrai qu'avec le régime actuel, on parle de reboisement intensif. Je pense qu'on veut revoir les choses autrement. Justement, et par rapport à ce nouveau concept, on est passé du concept 10 millions d'arbres au concept reboisement intensif. L'année dernière, lors de la célébration de cette journée, le ministre du cadre de vie avait exhorté justement les jeunes dans les milieux reculés à se former en association. Tout à fait. Pour emblaver beaucoup de superficies. Mais aujourd'hui, est-ce que cette perle tendue a été vraiment prise? Je crois que beaucoup ont saisi cette pêche qui a été tendue par les autorités au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable. Parce que j'ai appris qu'il y a des groupements de jeunes qui ont pris des espaces et qui ont mis en tête des plans. C'est sûr que d'ici 5 ans, on verra des gens qui vont commencer à gagner de l'argent à travers cette action qu'ils mènent. Même des communes aussi ont pris des espaces qu'ils ont aménagés pour avoir des poumons verts dans chaque commune. Et là, ça permet aux communes de mieux respirer, de réduire quand même cette pression, cette chaleur que nous sentons dans nos communes. D'accord. Vous avez sorti un terme tout à l'heure, commencer à gagner sur les plans qu'ils ont mis en terre. Aujourd'hui, le thème retenu, on a parlé de arbres, économie verte. Comment tirer des économies de l'arbre? Pour tirer des économies de l'arbre, il y a à plusieurs niveaux. Déjà, pour planter, c'est de l'économie. Quand vous êtes pépiniériste, vous produisez des plants, vous les vendez par exemple dans le cadre de la journée de l'arbre, vous avez des revenus. Donc, c'est déjà de l'économie à partir déjà même de la plantation. Quand vous entretenez, 4 ans après, vous devez vendre pour des poteaux à la SBE par exemple. Vous devez vendre pour la construction, les boîtes de service.
vous devez vendre pour les boîtes de feu. Ça, c'est également de l'économie verte. Donc on estime que 4 ans, c'est trop pour commencer à rentabiliser l'investissement que l'on a eu à faire. Non, 4 ans, ce n'est pas trop. Il y a par exemple, quand vous êtes dans la filière Acadou, vous faites autant que ça. Quand vous êtes 30 ans pratiquement pour rentabiliser. Donc 4 ans, c'est encore trop, c'est même très peu. Donc, mais le plan qui se pose, c'est quoi? Pour vraiment mettre en place cette économie verte, il faut de l'espace. Tout à l'heure, William a dit qu'il y a des jeunes qui déjà entreprennent dans ce sens-là. Mais ces jeunes-là n'ont pas d'espace. À Cotonou, il n'y a pas d'espace pour pouvoir reboiser. On a fait le lotissement. On a tout terrassé pratiquement, voilà, on a même tout terrassé. Les pleins centraux. Il n'y a pas du tout d'espace aujourd'hui. Même si vous avez la volonté de mettre en terre un plan, vous n'avez pas de l'espace. Si vous voulez faire, par exemple, une telle activité, il faut repartir à Aboumé-Calavi ou dans les autres communes pour pouvoir le faire. Donc déjà, il se pose un plan d'espace. Encore qu'ailleurs, on vous dira que non, il n'y a pas également d'espace. La mairie a prévu telle chose déjà pour telle infrastructure, on ne peut pas la toucher. Donc il faut déjà que l'on implique, que l'on prenne en considération la dimension verdure dans tout projet de développement. Sans quoi, on aurait beau faire des plans de développement communaux et tout ça. 10 ans après, on reviendra encore dire on a failli à la mission. Donc vous pensez qu'on peut saisir la mise en terre des plans, le reboisement comme opportunité aujourd'hui? C'est une opportunité inévitable. Il faut déjà même commencer par sensibiliser les gens à ce qu'ils doivent planter pour dans 4 ans rentabiliser. Les arbres, c'est une mine d'opportunités. Tout à fait. Je ne fais pas de la pub pour une société qui, enfin, qui gagne beaucoup d'argent, ATC, où les gens ont de vastes espaces, ils mettent en terre des plans, et puis quelques années après, ils ont beaucoup d'argent. Et même le chef de l'État était descendu sur le terrain, a constaté des visu, a vu ce que ces gens-là font. Justement, l'année dernière, c'est sur le site que la cérémonie officielle a été effectuée. Oui. Voilà. Donc, je me dis, voilà des exemples qu'on pourrait suivre. Permettre à ces groupements de jeunes, de femmes aussi d'avoir un peu d'espace. Ici à Cotonou, il n'y a plus d'espace. Il vaut mieux aller au village, dans nos localités rurales. On aura d'espace, 1 hectare, 2, 5, on pourra quand même les prendre, mettre en terre des plans, et puis dans 5 à 4 ans, on aura de l'argent. Ok, d'accord, très bien. Mais vous ne pensez pas que quelque part aussi, la survie de ces plans ne dépend pas du type de sol où on les met? Justement, quand on parle de mettre en terre des plans, il faut qu'on choisisse les essences par rapport à nos zones écologiques. On ne peut par exemple pas choisir le néré, comme on a dit qu'on va mettre ici à Cotonou. Il vaut mieux choisir le mettre à Abomey. C'est là ça marche beaucoup plus. Donc, oui, vous parlez d'Abomey parce que c'est là-bas qu'il y a la moutarde. Oui, justement. Pas seulement là-bas, même au nord aussi, il y a de la moutarde. L'autre problème, c'est que c'est les forestiers qui doivent nous aider à choisir les essences par rapport aux zones dans lesquelles nous sommes. À Cotonou, par exemple, c'est les cocotiers qui marchent beaucoup plus. Il y a d'autres essences que je ne connais pas ici, qu'on peut mettre en terre à Cotonou. À Abomey aussi, on peut le faire. Mais l'autre initiative que j'aurais voulu que les gens fassent, à la rentrée des classes, pourquoi ne pas demander aux élèves que chaque enfant amène un plan? Tout à fait, ça c'est une très belle initiative. Mais je crois qu'en tant que le maire d'Abomey avait commencé entre-temps cette initiative. Je me demande aujourd'hui où l'année où par rapport à cela. Est-ce qu'il a continué? Je ne sais pas. La question reste en suspens et ce sera votre mot de fin, William. Merci bien. Oui, Fulbert, votre mot de fin très rapidement. Justement, je voudrais continuer ce que William a dit. En termes d'éco-citoyenneté, il faut déjà impliquer les élèves. Et je me demande ce que sont devenus les clubs écologiques dans les collèges. Déjà, si les élèves amènent un plan à chaque rentrée, avec le club écologique, ils peuvent entretenir. Et à la fin de l'année, on aura donc une école verte pratiquement. Donc, je voudrais souhaiter à ce que l'on conscientise les populations, mais qu'on implique davantage la jeunesse, les écoliers, le milieu scolaire, pour que d'ici 2-3 ans, on puisse avoir une journée de l'arbre assez nouvelle. Merci. On a déjà des bois durs, on ne peut plus. Non, si on force, vous êtes redressable. Merci à vous, William Apoulinachoki. Merci également à vous, Fulbert Adjimehoso. Voilà, vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Merci d'être passé dans cette émission. Nous enchaînons tout de suite avec le dossier de la semaine. L'enseignement supérieur est fouetté depuis quelque temps maintenant par une série de réformes souvent critiquées, bien comme en mal. Sont-elles destinées à favoriser l'excellence ou à exclure des étudiants des universités? Eh bien, nous allons faire le débat, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Marcel Betoro. Plusieurs réformes ont été entreprises dans l'enseignement supérieur au Bénin.
Aujourd'hui, dans les universités publiques, ne devient pas étudiant qui veut, mais qui peut. L'université, c'est un centre d'excellence après tout. Et il faut faire la promotion de l'intelligentsia dans les universités, même si c'est des universités publiques qui devraient être ouvertes normalement à tout le monde. Bon, là, je crois qu'il faut privilégier d'abord l'intelligentsia. Lorsqu'on prend par exemple la décision qui conditionne l'accès aux formations de master et de doctorat par l'acquisition préalable de compétences linguistiques en anglais, bien évidemment, quand on prend ça, on se rend compte que c'est une bonne chose. C'est dommage que ce soit seulement maintenant qu'on l'institue. À part l'anglais, il y a que l'ENAM désormais a les prérogatives pour former les étudiants pour ce qui concerne l'administration, les fonctions de l'administration. C'est une bonne réforme. C'est, disons, une bonne idée, d'autant plus que pour la sélection qui se faisait à la DGS, il y a, disons, des laissés pour compte tenu des matières qui sont privilégiées pour faire cette sélection. Je pense en même temps que, je ne sais pas, que le gouvernement est dans une optique de réduction du nombre d'étudiants dans les facultés. Des réformes qui viennent mettre fin au laisser-aller dans le système éducatif supérieur. Aucun établissement d'enseignement supérieur ne donnait ces formations-là, à ce que je sache. Mais ils n'ont aucun plateau technique en matière de ressources humaines à ce niveau. C'est les mêmes professeurs qui enseignent ici qui vont là-bas. Et nous avons mené cette bataille. En réalité, c'est une justice rendue faite pour l'ENAM. Une justice rétablie pour équilibrer l'équation entre l'offre et la demande. Mais entre la volonté du gouvernement à assainir ce secteur et les inquiétudes des étudiants, les avantages liés à ces réformes se disent aisément. Ça va nous permettre de recruter réellement ceux qui ont des compétences pour pouvoir faire ces écoles-là. Donc ce sera aussi un moyen de promouvoir l'excellence au niveau de nos apprenants. Cela, en principe, devait permettre à l'apprenant de confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Tout ce qu'il a fait au bac, il a le loisir de confirmer cela à travers le test. Par ailleurs, le gouvernement envisage aussi d'harmoniser les cours de formation ainsi que l'amélioration du cadre institutionnel dans les laboratoires et formations doctorales. Pour l'instant, l'heure est à l'observation. Voilà. Docteur Édouard Haro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur adjoint de l'École nationale d'administration et de magistrature. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Rodrigue Bababrito, bonjour. Bonjour, Roch Akouainou. Bonjour, chers téléspectateurs. Le vent des réformes dans l'enseignement supérieur continue de faire son bonhomme de chemin. Après les examens de licence et de master instaurés par le gouvernement, le monde universitaire connaît de nouvelles rénovations. 3 points essentiels sont touchés par ces réformes. Et avant justement d'en parler, monsieur Édouard Haro, j'ai bien envie de vous demander pourquoi de nouvelles réformes dans le secteur universitaire? Oui, ça se comprend. D'abord, dans un cadre purement général, il faut nécessairement suivre la dynamique de l'évolution de la formation dans tout le monde entier. Il ne faudrait pas que le Bénin soit du reste par rapport à ces systèmes de réforme. Et c'est pour se mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions en matière de formation qu'il y a ces réformes. Mais il faudrait également constater qu'il y a des écarts en ce qui concerne le cas spécifique du Bénin, où nécessairement les formations ne sont plus en adéquation avec le marché d'emploi en général. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit, bon, évidemment, si vous êtes dans un contexte qui a du nouveau, il faudrait nécessairement se remettre dans le contexte de ce nouveau-là pour ne pas être du reste. D'accord. Je parlais tout à l'heure de 3 points essentiels qui ont été touchés par ces réformes. Parlons d'abord du système de sélection des nouveaux bacheliers. Oui. Et le système de sélection des nouveaux bacheliers, vous savez, ce n'est pas de maintenant que ça va prendre corps, puisque c'est déjà quelque chose qui est pensé depuis
au niveau de toutes les administrations, au niveau du ministère, au niveau de l'ENAM, plus particulièrement en ce qui me concerne, en ce qui concerne notre institution, nous avons constaté qu'il y a des irrégularités. Qu'il y a des irrégularités qui ne sont pas nécessairement des fautes des responsables ni des étudiants. Mais quant à ce qui concerne le côté étudiant, vous voyez, lorsque l'on administre des fiches d'inscription depuis la terminale pour leur demander de mettre là où ils souhaiteraient atterrir après le succès au baccalauréat, il y a certains qui n'emmènent pas. Et malheureusement ne se trouvent pas du coup dans le fichier de répartition, au point qu'ils ont des moyennes très importantes et ils ne se retrouvent pas sur la liste des candidats. Mais à ce niveau, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème d'orientation déjà au cours secondaire? Non, le problème d'orientation ne se pose pas, puisque déjà, nous avons, avant, ce qui se faisait, c'était quoi? Après la réussite des apprenants au baccalauréat, il y a le ministère, l'université et les universités qui prennent le taureau par les cornes pour pouvoir provoquer des séances de sensibilisation en matière d'orientation. Mais là, vous pensez que les taureaux sont effectivement pris par les cornes? J'ai l'impression que les taureaux sont pris par la queue parce qu'il faut faire un travail en amont. Si l'étudiant, il y a des élèves qui évoluent jusqu'en classe de terminale et ne savent pas dans quelle filière ils vont évoluer à l'université. Et c'est juste après le bac que, lors d'une séance éclair, on les informe sur les débouchés probables de certaines filières. Est-ce que vous pensez que cela les outille réellement pour choisir une filière à l'université? Bon, monsieur le journaliste, vous êtes parti trop en besogne parce qu'en réalité, un travail préliminaire est bien effectué au niveau des différents cours secondaires pour dire ce que, d'abord... Par qui? D'abord, en ce qui concerne les séries. Les séries donnent droit à des ouvertures de formation. Et ce travail est effectué par les conseillers pédagogiques. Ça, c'est effectué par les inspecteurs de l'enseignement secondaire. C'est effectué par les enseignants, même les enseignants qui font office d'enseignant principal au niveau de chaque filière. Et vous pensez que ce sont des personnes habilitées à donner ces informations-là? L'université ne peut-elle pas former des spécialistes en question d'orientation? Oui, mais donc, vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'insinuer. J'ai dit d'abord, après ce travail préliminaire réalisé au niveau du cours secondaire, il y a un autre travail de fond qui s'effectue au niveau des universités et au niveau du ministère, en ce qui concerne toutes les entités. Et j'y ai participé à plusieurs reprises dans tout le pays à des années données pour sensibiliser filière par filière ces séances de formation au niveau des nouveaux bacheliers, quitte à eux maintenant d'opérer le choix. Il y a certains d'office qui disent qu'ils n'iront pas dans ces différentes entités, mais qui vont faire les facultés. D'accord, mais avant, ça se faisait par étude de dossier. Alors, quelle est la nouvelle donne? Non, en réalité, il ne faudrait pas dire. C'est une méconnaissance de dossier. Ça ne se faisait pas par étude de dossier. Et avant, même si vous réussissez au baccalauréat, avant, il y a des concours, des tests qui sont organisés. Et ce n'est qu'en 2007 que ça a été révisé désormais. Et puis, lorsqu'on dépose les dossiers pour le choix des écoles, après, les résultats sortent et puis on est retenu dans une école ou dans l'autre. Depuis 2007, c'est ce qui était jusqu'à ce que la réforme soit prise maintenant par le ministère de l'Enseignement supérieur. Cher ami, vous voyez, depuis 2007, aujourd'hui nous sommes en 2018. Donc ça fait déjà 11 ans. En toute chose, il faut le suivi, le contrôle et il faut de nouvelles corrections. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que nous sommes actuellement. Et d'abord, très tôt, nous avons constaté le problème au niveau de l'ENAM et nous avons saisi et acquis de droit pour attirer l'attention sur le fait que la manière dont ça s'opère, ces orientations, ne répondent plus normalement et qui serait souhaitable, et les propositions ont été faites. Et heureusement, nous avons
eu droit maintenant aux conséquences de ces propositions favorables. Désormais, pour être admis dans les écoles, même dans certaines facultés, il faut passer des concours. Je ne parlerai pas de faculté. Je ne parlerai la faculté, c'est faculté. Il ne faudrait pas ramer à compte courant. D'accord. En ce qui concerne, oui, quand je prends la FSS par exemple, c'est une faculté qui a un caractère... Absolument, à caractère spécifique. Oui. Mais avant, c'est ce qui se faisait. Au niveau faculté sciences de santé, agronomie et consorts, nous avons, il y a les tests qui se font. Aujourd'hui, pour aller là-bas tel que cela se dit actuellement, il faut passer des concours. Quand vous réussissez au baccalauréat avec mention hyper honorable, vous allez prendre par là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des aléas en ce qui concerne ces examens-là. Très bien. On va rapidement, Rodrigue, si tu permets, embrayer sur la formation en administration qui est aujourd'hui spécifiquement... pour l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Oui. Et, chers journalistes, il faudrait savoir que ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Ça, avec le recul du passé, ce genre de formation était exclusivement pour l'École nationale d'administration, après devenue École nationale d'administration et de magistrature. Et que s'est-il passé pour Ce qui s'est passé, c'est le suivant. Ce qui s'est passé, c'est le suivant. Et lorsque, d'abord, nous avons eu droit, on n'avait plus eu droit à ces tests, à ces concours, il y a maintenant toute une flopée d'inscriptions au point que les normes en la matière ont connu de grands écarts. Et c'est pour corriger ces normes-là que nous avons fait des propositions à l'autorité et l'autorité a effectivement étudié et nous avait dit en son temps qu'elle va moudre cela dans les réformes globales et c'est ce qui fut fait. Mais vous savez, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de nouveaux bacheliers qui n'arrivent pas, qui ont bien envie, par exemple, de faire l'administration et qui n'arrivent pas à réussir peut-être au concours, dont les parents n'ont pas les moyens pour les inscrire à titre payant dans les écoles. Et ceux-là sont récupérés aujourd'hui par les universités privées qui leur donnent également ces formations d'administration. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le personnel qui encadre ces étudiants dans les universités privées, ce sont également le personnel que vous employez dans les écoles. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer le flux, la demande, qu'aujourd'hui les universités privées ont pris la relève pour pouvoir vous accompagner également dans la formation de ces étudiants? Monsieur le journaliste, en ce qui concerne le cas des formations qui sont données à l'ENAM, ça relève du domaine régalien de l'État. Il ne faudrait pas sous d'autres cieux. Soit c'est une école gérée depuis la présidence, pour sous d'autres cieux, soit c'est géré par le ministère de la fonction publique, soit c'est géré par l'université, et nous sommes dans le contexte précis de l'université. Et ces enseignements qui se donnent au niveau de l'administration, sachez, c'est un peu comme le problème de la santé. On ne peut pas prendre n'importe qui ou bien n'importe quelle ressource humaine pour dire d'aller ou bien permettre à n'importe quel fondé pour dire d'ouvrir une école de santé et de faire former et de former ces éléments-là. C'est exactement la même chose. Sinon, ils vont former... Mais ce sont les mêmes enseignants qui les encadrent, qui les forment. Oui. Vous remettez en cause la qualité de la formation ou bien où le problème se situe à quel niveau concrètement? Parce que vous l'avez dit dans l'élément témoin que nous avons suivi tout à l'heure. Oui, et j'essaie, je suis persuadé et je crois que je ne suis pas là pour raconter de n'importe quoi. Je vous dis que d'abord, lorsque nous avons constaté le phénomène, et ce ne sont pas tous les établissements, c'est certains établissements de la place, peut-être un ou deux ou trois établissements, malheureusement, vous voyez, il y a certaines choses qui se voient, qui ne se disent pas, qui se disent, qui ne se font pas. Et au niveau de ces formations, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des instances au niveau de l'ENAM. Et ces instances, il y a le conseil pédagogique, il y a le conseil des enseignants permanents, il y a le conseil général des enseignants. Et à ce niveau, on leur a dit, lorsque nous avons constaté, nous avons dit que les enseignements administrés à l'ENAM ne doivent pas se dupliquer au niveau des autres établissements. Et que s'il y a des enseignants là qui ont opté pour ce choix,
ils doivent nécessairement démissionner de l'autre côté. Bon, et nous avons pris les dispositions à ce sujet, mais nous avons constaté malheureusement qu'il y a des supercheries qui se... Ok, d'accord, que deviennent, c'est vrai que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Vous allez bien nous excuser et répondre très rapidement et succinctement à certaines questions. Que deviendront désormais les étudiants dans les écoles, dans les universités privées qui ont opté pour cette formation et qui sont peut-être déjà à la fin de leur formation? Les étudiants, non, ce n'est pas ici, ce n'est pas à nous de décider ce que l'autorité doit faire. Ce n'est pas nous qui avons... L'ENAM constitue une institution. Une institution autonome, bien sûr, réglementée, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau-là, ceux qui ont déjà commencé ces formations, bon, si on dit que c'est fermé, ils doivent prendre les dispositions pour savoir ce qu'il faut faire. Et moi, je voudrais vous dire rapidement, et lorsque j'ai fait 5 années à la tête de la direction départementale de l'Atlantique du littoral, il y a un problème qui s'est posé en ce qui concerne l'ouverture anarchique des établissements secondaires, primaires, maternels. Mais lorsqu'il a été décrété, nous avons sensibilisé, nous avons procédé. Et sinon, on constatait des couturières qui se font fortune et décident d'ouvrir des établissements sans connaître rien, des menuisiers, des soudeurs et consorts. Donc, nous avons pris la résolution, et automatiquement, on a décrété, on a fermé. Et ça se passe de commentaires. D'accord, monsieur Edouard Haro. Oui. Alors, le temps est parti, on a pratiquement terminé, mais une dernière question. L'importance, ou du moins l'obligation d'être formé en anglais pour pouvoir être étudiant en master ou en doctorat. Dites-nous, je veux être étudiant en master, où dois-je me faire former en anglais? Du moins, y a-t-il des centres spécialement autorisés à donner des certificats ou des attestations de formation en anglais pour que l'État les reconnaisse? Oui, d'abord, ce dispositif est déjà mis en pratique à l'université depuis près de 4 ans. Et il y a CBLAE, il y a Institut Confucius, et même à l'ENAM par rapport à cette nouvelle donne, nous sommes désormais, ce n'est plus la formation classique, mais il y a le TOEFL qui est mis en exergue. Et qui est accepté aussi. Et qui est accepté. D'accord. Ok. Je crois qu'on aura tout brossé, mais il faut rappeler qu'il y a plusieurs autres réformes sur lesquelles on reviendra probablement après. En tout cas, nous allons recevoir le directeur, il est très intéressant, on va le recevoir sur d'autres plateaux pour mieux aborder ces questions. Nous avons aussi des questions dont nous aurions voulu aborder avec vous. Malheureusement, en télévision, c'est une question de temps. De choisir. D'accord. Je ne suis pas venu ici de mon propre gré. C'est vous qui m'avez invité. Tout à fait. Nous allons vous réinviter. Et merci pour l'indulgence de mon réalisateur du jour, Armel Gilles Benny. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de m'avoir accompagné aussi, Rodrigue. Allez, cette émission Wikeko est terminée. Prochain rendez-vous, dimanche prochain, à partir de 11h. Prenez le rendez-vous et sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.